Bonjour à tous. Bon, eh bien écoutez, voilà une nouvelle webconférence organisée par Jury Travail. Donc je suis aujourd'hui Olivier Gentil, président de Jury Travail, et j'organise quelques conférences sur des sujets qui vous concernent, surtout en cette période bien compliquée. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'inscrits et donc beaucoup de questions sur les sujets qui concernent les aides actuellement mises à disposition des entreprises, et puis des questions, on va dire, subséquentes, à savoir si ces aides ne suffisent pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut demander. Donc c'est vraiment deux sujets extrêmement liés. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Destaya, qui est avocate spécialiste en droit du travail au barreau de Bordeaux. Bonjour Maître, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. Voilà, donc on va aller assez vite sur l'essentiel, puisque je crois que l'intérêt, c'est que Maître Destaya réponde à vos questions. Juste en préliminaire, on a reçu beaucoup de questions, on va dire beaucoup trop, et surtout qui couvraient d'autres sujets qu'on ne pourra pas adresser aujourd'hui. Donc juste, je voulais m'en excuser, des questions sur les aides et les subventions notamment. Rapidement, est-ce que les associations vont-elles bénéficier de mesures d'aide? Oui. Est-ce que les gérants des SS pourront avoir les mêmes avantages que les indépendants, etc. Et les gérants de SRL, enfin plein de petites questions auxquelles on essaiera de répondre dans dans une prochaine webconférence. Cela étant, si vous allez sur le site de Jury Travail dans la section coronavirus, vous trouverez déjà beaucoup d'éléments de réponse sur ces questions-là, notamment sur tout ce qui concerne le PGE, les loyers, question importante, comment je peux faire pour faire annuler les loyers éventuellement en tout cas pendant la période de fermeture administrative de mon commerce ou de mon entreprise. La nouvelle, c'est que ce ne sera pas juridique, ce sera que de la négociation, mais il y a toujours des choses à faire malgré tout. Donc, je vous invite à vous rendre sur www.jurytravail.com/coronavirus et j'espère que vous trouverez les réponses aux différentes questions qu'on ne pourra pas traiter aujourd'hui, notamment un dernier pavé sur les faillites et les responsabilités. Là, je pense plutôt qu'on en fera l'objet d'une webconférence à part entière parce que malheureusement, ça risque d'être notre réalité d'ici la fin de l'année ou en 2021. Aujourd'hui, en tout cas, on est sur deux thèmes importants. Les aides à disposition des entreprises. On va attaquer le sujet autour du chômage partiel, maître, si vous le souhaitez. Donc, première question d'un de nos auditeurs, c'était j'entends dire que le gouvernement stoppera l'indemnisation du chômage partiel au-delà du 1er juin. Et aux parents qui refusent de laisser leur enfant retourner à l'école si celle-ci est ouverte. Qu'en est-il exactement? Alors, pour faire une réponse exacte, cela va m'être difficile en l'état actuel parce que nous avons encore des points d'interrogation qui restent en suspens et qui n'ont pas été réglés par le gouvernement. Alors, dans votre question, il y a deux sujets. Tout à fait, il y a D'abord, deux sujets. Ouais. voilà, Tout d'abord, le chômage comment partiel au-delà du 1er juin. Oui. au-delà du 1er juin, on a une seule certitude pour l'instant qui nous a été indiquée par le ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'est qu'à partir du 1er juin, il y a des secteurs pour qui rien ne va changer, c'est-à-dire c'est pour les secteurs qui ne vont pas pouvoir réouvrir. L'hôtellerie, la restauration, les bars, l'événementiel et une partie du secteur culturel. Pour eux, ils continueront à bénéficier du dispositif de chômage partiel tel qu'il a été modifié depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que ce sera le même niveau d'indemnisation. Pour les autres entreprises, à compter du 1er juin, la ministre du Travail a indiqué que le taux serait réduit, le taux de prise en charge par l'État, mais pour l'instant, nous n'avons pas plus de précision. Vous savez que depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le chômage partiel, le dispositif a été amélioré par le gouvernement, c'est-à-dire que l'État rembourse, verse une indemnité de chômage partiel dans la limite de 70% du salaire forfaitaire avec et ce n'est plus une prise en charge forfaitaire, mais proportionnelle au salaire dans la limite de 4,5 SMIC. C'est ça qui est amélioré. Avant, c'était des indemnités forfaitaires. Peut-être qu'on reviendra vers ça à partir du 1er juin, mais on n'en a pas du tout la certitude. Donc, voilà une première question sur laquelle, pour certains secteurs, je ne peux pas vous répondre précisément. Et pour les autres secteurs, du coup, qui auront l'avantage de voir ce mécanisme perdurer, on pense que c'est jusqu'à leur possible date de réouverture?
A priori, c'est ça qu'on a en tête. Probablement, Ouais. probablement ensuite qu'ils aligneront leur dispositif sur les autres, sur celui qui aura été mis en place pour les autres entreprises. Ok, bah écoutez, c'est assez clair. Donc deux dispositifs, l'ancien et le nouveau qui persiste pour les secteurs sur lesquels effectivement l'interdiction d'exercer est toujours présente. Et puis pour les autres, un doute subsiste si on est sur une version Voilà, dégradée de la nouvelle mesure ou si on repasse à l'ancienne mesure. Ok. voilà, Donc la deuxième exactement. question, effectivement, qui est une question importante, puisqu'aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, les écoles réouvrent, alors dans des conditions un peu floues encore. Donc la question est, c'est pour les parents qui refusent pour le coup, parce qu'une majorité de parents ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école, qui refusent de mettre leurs enfants à l'école alors que l'école est ouverte. Qu'en est-il exactement? Alors, pour l'instant, et jusqu'au 1er juin, le dispositif ne change pas. Les parents ont besoin de justifier auprès de l'employeur simplement d'une attestation sur l'honneur selon lequel ils sont obligés de garder un enfant scolarisé de moins de 16 ans à domicile, étant précisé rappeler en tout cas qu'un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt. Et au début, au tout début enfin, il y a quelques jours, le 4 mai, enfin non, même avant, pardon, la ministre du Travail avait indiqué qu'après, il faudrait justifier à partir du 1er juin d'une attestation de l'école indiquant qu'il n'avait pas la capacité d'accueillir l'enfant à l'école ou pas totalement pour pouvoir continuer à bénéficier du chômage partiel. Mais la ministre du Travail est encore une fois revenue là-dessus et a dit que peut-être cette attestation serait nécessaire, mais elle n'en a pas dit plus. Donc, pour l'instant, là encore, il y a encore une part d'inconnu. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que depuis le 1er mai, les arrêts, le système d'arrêt pour, j'enchaîne peut-être sur la deuxième question, je me rends compte, j'anticipe sur la procédure de bascule. Alors, à ce moment, je vais Est-ce vous que la vous voulez que poser je à ce poursuive? moment-là. Voilà. Je vais vous la poser pour que tout le monde puisse nous suivre, parce que la deuxième question concernait effectivement cette procédure que l'on doit suivre pour basculer le salarié de garde d'enfants à domicile en activité partielle. Voilà. Alors, la question, je vais volontairement l'élargir parce qu'il y avait deux types d'arrêts qui étaient particuliers liés au Covid. Il y avait les arrêts de garde d'enfants et il y a les arrêts aussi pour personnes vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable. Le dispositif va être sensiblement le même. Ces arrêts, depuis le 1er mai, il n'y aura plus d'arrêt de ce type. C'est des personnes qui vont basculer dans le dispositif d'activité partielle. Alors, comment ça va se faire? Pour les arrêts de garde d'enfants, en fait, pour l'employeur ne doit plus déclarer l'arrêt de travail sur amélie.fr comme il était nécessaire auparavant. Le salarié donc doit toujours remettre son attestation sur l'honneur comme quoi il doit garder l'enfant à domicile. Et pour les personnes qui sont des personnes vulnérables ou qui cohabitent avec des personnes vulnérables, elles doivent produire un certificat d'isolement qui doit être établi par l'assurance maladie ou par le médecin traitant. Une fois que le salarié vous produit ces documents, la déclaration, le dispositif de chômage partiel est de droit pour eux, vous ne pouvez pas le refuser. Et vous avez encore deux démarches à faire. Alors, pour les arrêts qui étaient en cours et dont le terme était fixé à une date postérieure au 30 avril, vous devez envoyer un signalement de reprise d'activité, anticipée d'activité via la déclaration sociale nominative, la DSN. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est faire une demande d'activité partielle au ministère, auprès de la directe, dans les 30 jours à compter du début à compter du 1er mai. Et ce, même si votre établissement ou votre entreprise n'est plus impacté par une mesure de chômage partiel. C'est un dispositif à part. On doit quand même faire une déclaration de chômage partiel pour ces salariés-là. Par contre, on n'a pas à consulter le CSE pour ces salariés-là, pour cette demande d'activité partielle. Ok. Alors, on va aller sur des questions un peu annexes au chômage partiel, mais qui ont quand même
Un lien fort, c'est question, je pense, liée à nos amis restaurateurs, notamment, qui ont prévu d'engager des CDD pour cette saison estivale. Donc, j'imagine qu'ils doivent se poser des questions parce que les CDD, ils les prennent pas pour l'instant, ils retardent leur embauche, mais à un moment donné, les CDD vont peut-être partir chez des concurrents ou d'autres activités, donc ils ont envie en fait de les recruter, mais pour autant, ils n'ont pas envie de les payer. C'est un petit peu compliqué comme, comme situation, mais on peut les comprendre. Donc la question, c'est est-ce que je peux, du coup, engager les CDD et les mettre directement en chômage partiel pour quelque part sécuriser le fait qu'ils vont venir travailler avec moi pendant toute la saison? Alors, pour moi, la réponse est négative. Pourquoi? Parce que vous savez que les CDD doivent répondre à des motifs précis de conclusion et par définition, vous allez, si vous concluez un CDD dès à présent pour faire une demande de chômage partiel, alors que vous n'êtes pas en activité, on serait presque dans un dispositif de fraude au chômage partiel puisque on n'a pas de motif de les employer pour l'instant. Alors, si le salarié n'est pas déjà engagé, pour moi, la réponse est négative. De la même façon, pareil, si le salarié, vous aviez conclu le contrat à compter du 1er juillet, vous ne pouvez pas anticiper l'embauche parce que le risque que vous allez prendre, au-delà d'une fraude au chômage partiel, puisque finalement, le chômage partiel, il est fait pour les salariés qui sont déjà embauchés et qui sont déjà dans la société, pas sur les recrutements futurs. Et puis, pour des activités qui ne fonctionnent pas, enfin, actuellement. Et le deuxième risque, c'est que le salarié, ultérieurement, conteste le motif, la validité de son CDD aussi, puisque on l'aura embauché. En général, c'est des surcroîts d'activité ou des contrats saisonniers, alors que la saison, elle n'a pas commencé pour ces activités-là. Eh bien, malheureusement, elle aurait dû commencer, mais elle n'a pas commencé. Et voilà, c'est pour ça que ça me semble délicat d'embaucher, juste pour sécuriser. C'est pas fait pour ça. Non, non, mais c'est très clair, c'est très clair. Mais je peux comprendre effectivement les questions qu'on a en ce sens. La saison approche et tout le monde s'inquiète déjà de pouvoir embaucher et ensuite de pouvoir, le cas échéant, trouver des personnes si on retarde effectivement Ah oui. ces embauches. Une question là très précise, donc je pense que la personne qui l'a posée va se reconnaître, mais elle peut effectivement convenir à d'autres situations, c'est pour ça que je l'ai retenue. Donc la question précise, c'est la suivante. Nous avons un salarié qui est parti au Portugal le premier jour de confinement. Donc, il y a peut-être un peu de chance. L'entreprise a repris le travail le 4 mai, ce qui est une bonne chose pour l'entreprise. Donc, l'entreprise a contacté effectivement son salarié mercredi dernier, pour être dans le détail, peu importe. Donc, il est informé que l'entreprise a repris le travail et celui-ci a répondu par SMS, je suis bloqué au Portugal, donc je ne pourrai pas revenir. Et donc là, on revient sur la question, comment traiter cette absence compte tenu du fait que le chômage partiel, oui c'est ça, bon la fin de question est moins claire, A c'est pris fin. Ouais. oui, comment je traite effectivement ce cas de chômage partiel, puisqu'il est actuellement en chômage partiel, est-ce que je le mets en absence, est-ce que je le mets en congé sans solde, quels sont mes droits en tant qu'employeur vis-à-vis de cette situation un petit peu particulière? Alors effectivement, comme vous le dites, c'est une situation très particulière et qui n'a pas été envisagée par le ministère du Travail. Je vous avoue qu'avant de préparer cette réunion, j'ai épluché intégralement la dernière version mise à jour du document questions-réponses qui a été mise à jour le 4 mai par le ministère du Travail. Il n'y a pas la réponse à cette question. Alors il faut raisonner et essayer de trouver une solution pragmatique. Parce qu'il est sûr que les frontières sont bloquées et que le salarié ne peut pas rentrer. Alors, vous avez plusieurs solutions à envisager. Effectivement, le congé sans solde, mais c'est finalement le salarié est tributaire de cette situation et ça me paraît être une solution qui serait injuste et inappropriée à la situation.
Les arrêts Covid, ils n'étaient pas vraiment faits pour ça. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire travailler en télétravail, mais c'est peut-être pas évident dans la mesure où il était déjà à l'étranger au moment où la crise sanitaire a débuté, où il est peut-être pas forcément équipé du matériel nécessaire, où son poste n'est peut-être pas possible à tenir en télétravail. Alors moi, je me tournerai peut-être encore sur le chômage partiel. Alors, c'est sûr que si l'entreprise, elle reprend, mais vous avez la possibilité d'individualiser, c'est nouveau aussi le chômage partiel, à condition de conclure un accord d'entreprise ou alors de faire une décision unilatérale précédée d'un avis favorable du CSE. Pourquoi pas, pour essayer, moi j'essaierai de trouver une solution pour placer faire une déclaration de chômage partiel pour cette personne-là, pour ne pas le pénaliser, mais je ne peux pas vous garantir que vous aurez à tous les coups une décision positive du ministre de la Directe, parce que, encore une fois, ça n'a pas été envisagé. Dernière solution, essayer de lui faire prendre des congés ou solder des RTT s'il en a, mais ça aussi, c'est une solution qui est moyennement satisfaisante parce que, vu la longueur de la crise et l'éventuelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de juillet, il me semble qu'il est probable en tout cas que le salarié n'aura pas assez de congés à solder avant de pouvoir rentrer en France. En tout cas, la notion de chômage partiel individualisé est intéressante. Effectivement, elle est assez récente et elle peut résoudre cette problématique-là. En tout cas, c'est ce qu'il y a de nouveau qui peut y coller. Dernière question concernant le chômage partiel, les primes. Alors voilà, donc là on a un chef d'entreprise qui visiblement a des problématiques de trésorerie et qui doit verser des primes qui sont acquises sur les mois précédents. On paye souvent ses primes le mois d'après ou le trimestre d'après, voire le semestre d'après. Donc là, il doit payer ses primes. Donc les primes acquises sur les mois précédents ou sur les semestres précédents doivent-elles être payées alors que notre salarié est en chômage partiel à date où on devrait le payer? Alors, il faut distinguer différents types de primes. Vous avez un premier type de prime, c'est des primes qui sont indépendantes de toute notion de travail effectif, de temps de présence dans l'entreprise et qui doit être allouée à des salariés à des époques fixes de l'année. Je pense par exemple, vous avez la convention collective Syntec qui prévoit une prime vacances. Donc, pour ces primes-là, l'employeur doit les verser et ces primes-là ne peuvent pas être intégrées au dispositif de l'activité partielle. Ces primes-là, elles sont traitées à part, elles restent à charge de l'employeur. Après, vous avez d'autres types de primes. Vous avez des primes qui sont mensuelles ou non et qui dépendent de l'activité du salarié, telles que vous avez des primes d'assiduité, des commissions, des pourboires. Et vous avez des primes qui peuvent aussi varier d'un mois sur l'autre. Alors, il faut distinguer. Pour les primes mensuelles, il faut que vous preniez, si c'est des primes d'un montant fixe, il faut que vous preniez, que vous intégriez dans le calcul du taux horaire pour votre demande d'allocation partielle et pour le calcul de votre indemnité d'allocation partielle, pardon, vous devez prendre en compte les primes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé normalement au cours du mois considéré. Si ces primes, elles varient d'un mois à l'autre et qu'il y a des éléments variables à prendre en considération, vous devez faire une moyenne sur les 12 derniers mois à compter de la date de début de chômage partiel du montant de ces primes pour les ramener au mois. Et ensuite, une fois que vous avez le montant de la prime mensuelle, vous divisez par le temps de travail pour aboutir au taux horaire qui vous permettra d'intégrer donc cette prime dans votre indemnisation du chômage partiel. Très bien, c'était très clair. Oui, mais effectivement, les primes, c'est toujours un sujet compliqué parce qu'il y a de plusieurs natures et elles ne sont pas toutes traitées de la même façon. Donc là, sur la première partie, effectivement, là, il y a les autres questions qu'on ne va pas traiter aujourd'hui puisque on déborde de la notion de droit du travail, tout ce qui est aide, subvention, tout ce qui est loyer, tout ce qui est assurance. Je vais me permettre juste de répondre à une ou deux questions que j'ai eues sur les PGE, donc les prêts garantis par l'État.
Typiquement, j'ai une question sur j'ai obtenu un PGE. Que se passerait-il si malgré tous mes efforts, mon chiffre d'affaires ne décollait pas suffisamment et que je devais être contraint de déposer le bilan? Ben, c'est assez simple, un prêt garanti par l'État, il est garanti par l'État, donc il n'est pas garanti par vous. Donc quelque part, vous n'êtes pas responsable, en tout cas, du remboursement de ce prêt sur vos deniers personnels. Mais après, c'est tout le devenir de votre entreprise qui est mis en jeu. J'avais une autre question là-dessus de quelqu'un qui doit visiblement travailler dans un théâtre, puisque compte tenu de la problématique de réouverture, il se pose des questions s'il sera en mesure malgré tout de rembourser les prêts qui ont été accordés. Donc bah là, vous vous posez les bonnes questions, mais votre responsabilité dans la mesure où le prêt est garanti à 90% par l'État et à 10% sans doute par la banque, votre responsabilité n'est pas engagée en tant que telle sur le remboursement de ce prêt, mais c'est tout l'avenir de votre entreprise qui est engagé. J'imagine que si dans 3, 4 ou 5 ans, vous avez toujours des problèmes, vous pourrez toujours renégocier un rééchelonnement de ces dettes qui sont quand même très particulières, en tout cas octroyées dans des conditions extrêmement particulières aujourd'hui. Bon, voilà, ça c'est juste pour les PGE. On peut passer donc du coup maintenant à la deuxième partie. Et c'était pour ça que j'ai fait cette transition avec ces PGE et des personnes un peu inquiètes qui se posent déjà les bonnes questions, à savoir c'est bien beau effectivement d'avoir aujourd'hui d'être un petit peu sponsorisé, mais ça n'est qu'un sponsor parce qu'un jour ou l'autre il va falloir rembourser ses prêts parce qu'on se rend compte que ces aides finalement ne vont peut-être pas suffire. Donc si ces aides ne suffisent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va revenir du coup, on va essayer de traiter cette question avec le droit du travail, en termes de contrat de travail, en termes d'aménagement de contrat de travail, en termes de malheureusement de licenciement, on en parle, ce sera une réalité, on ne peut pas non plus nier l'évidence. Donc j'ai quelques questions autour de ces problématiques-là où quelques entrepreneurs se projettent sur des situations plus complexes que ce qu'elles ne sont encore aujourd'hui. Première question. Alors celle-là, elle est assez claire, elle est assez simple, à la limite, c'est ne peut-on ne pas payer la prime de participation sur les bénéfices de l'année 2019 qui est généralement payée au mois de mai? La réponse est non. Vous êtes obligé de la payer. Simplement, le gouvernement a laissé une souplesse aux entreprises, puisque les entreprises peuvent reporter le paiement de cette prime de participation jusqu'au 31 décembre 2020. Il en est de même de l'intéressement d'ailleurs, et ça a été prévu par une ordonnance du 25 mars 2020. Très clair. Deuxième question, un peu plus large celle-ci, puisque j'imagine que votre réponse sera plus étoffée. Avec la crise, dans quelle mesure peut-on modifier, là l'adverbe est bien utilisé, unilatéralement les contrats de travail des salariés? Et donc là, notre auditeur imaginait un temps partiel, donc voilà, une baisse du salaire, une annualisation du temps de travail, une période de congé imposée, tout ce qu'on peut imaginer pour réduire la masse salariale et essayer de mettre en adéquation la force de travail avec la capacité de la payer. Alors j'entends. Alors simplement la mauvaise nouvelle, enfin si c'en est une, c'est que le droit du travail n'a pas été modifié depuis le début de la crise sanitaire, en ce sens que sur la plupart des sujets, mais je vais décliner parce qu'il y a des nuances, dès l'instant qu'on veut modifier le contrat de travail du salarié sur des points essentiels, on est toujours obligé d'obtenir l'accord du salarié. Alors, typiquement, ça va être le salaire. Vous ne pouvez pas unilatéralement baisser la rémunération de vos salariés. Le temps de travail. Alors, le temps de travail, il y a des nuances. Sur le temps partiel, s'il s'agit simplement de modifier la répartition des horaires de travail, là, nous sommes toujours dans le cadre du pouvoir d'organisation, de direction de l'employeur. Et là, vous avez bien sûr la possibilité de modifier les horaires de travail. Par contre, s'il s'agit de baisser le temps de travail, là, ce n'est pas possible sans l'accord du salarié, sauf si vous êtes encore dans un dispositif d'activité partielle, c'est-à-dire de chômage partiel. Mais en dehors de ce cas-là, qui est très limité, il vous faudra toujours obtenir l'accord du salarié. Sur l'annualisation du temps de travail. Alors, l'annualisation du temps de travail est encadrée et le dispositif prévoit que l'employeur peut mettre en place alors soit par accord d'entreprise, soit par application directe d'un accord de branche de l'annualisation du temps de travail. Et à défaut d'accord de branche, il peut le mettre donc de manière unilatérale dans la limite de 9 semaines
il peut prévoir un dispositif qui permet de répartir la durée du travail sur plusieurs semaines dans la limite de 9 semaines consécutives pour les entreprises employant moins de 50 salariés et dans la limite de 4 semaines consécutives pour les entreprises de 50 salariés et plus, après consultation de CSE. Donc, si vous êtes dans ces cadres-là, soit vous appliquez un accord d'entreprise, soit vous appliquez un accord de branche, soit une décision unilatérale. Là, ce dispositif va s'imposer aux salariés. Vous n'aurez pas besoin d'obtenir leur accord. Mais en dehors de ce cadre-là, il faudra encore prévoir de demander l'accord des salariés. Et j'insiste à chaque fois aussi sur la nécessité de se pencher sur la rédaction des contrats de vos salariés, à savoir est-ce que vous n'auriez pas, est-ce que les contrats de travail ne fichent pas trop ce dispositif-là ou n'encadrent pas trop la répartition des horaires de travail, auquel cas il sera toujours plus prudent de faire un avenant parce qu'il y a des salariés qui pourraient toujours vous opposer le fait que s'ils sont venus travailler chez vous, c'est parce qu'ils voulaient la répartition actuelle de leurs horaires de travail telle que contractuellement prévue est très primordiale à la décision, qu'ils ont une organisation familiale, de vie privée, personnelle à respecter. Donc, regardez toujours avant de lancer quelques modifications que ce soit en matière de durée du travail, comment sont rédigés vos contrats de travail. Alors, enfin, le dernier sujet, pardon. Oui, la période de congé, Il y quoi. avait les congés payés. Voilà, pardon. Les Oui, congés parce que payés. les congés se cumulent, sans doute ne sont pas forcément pris en cette période de chômage partiel, et donc du coup, à la fin de la saison, à la fin de l'année, on aura les compteurs à bloc au moment où l'activité reprend. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ça en avance de phase? Alors, le gouvernement, dans le cadre des ordonnances prises en application de la loi d'urgence sanitaire, a prévu un dispositif dérogatoire et la possibilité d'imposer ou de modifier les dates de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours, mais à condition d'avoir conclu préalablement un accord d'entreprise. Donc, le dispositif, il n'est pas si souple que ça. C'est 6 jours, une limite de 6 jours pour les congés payés et 10 jours pour les jours de repos et les jours de RTT. Et à défaut d'accord, on ne peut pas modifier ni imposer les dates de congés payés sans respecter le délai légal qui est prévu par le Code du travail, c'est-à-dire qu'on doit respecter un délai de prévenance d'au moins 1 mois avant la date de départ des congés, si elles ont été déjà posées pour les modifier ou pour les imposer si l'employeur veut mettre ses salariés en congé. Il faut rappeler quand même que sur cette matière aussi, c'est l'employeur qui a le dernier mot en matière de congés payés. Mais voilà, on a des limites sur le fait d'imposer avec, dans le cas de la crise sanitaire, il faut le délai d'1 mois et pour les congés payés, de délai de prévenance pour modifier les dates. Si on est dans le cadre d'un accord d'entreprise, il est ramené à 1 jour de prévenance. 15 jours, d'accord. Mais on a quand même beaucoup un jour. Un jour. On a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'accord d'entreprise possible, des petites Et entreprises. c'est Donc la celle-ci, difficulté. Oui, celle-ci, elle reste sur 1 mois alors du coup. D'accord. ça n'a pas Donc, été envisagé. Ça fait partie des questions, comme sur de nombreux sujets, qui n'ont pas été envisagés par en le fait, législateur. donc tout ce qui est dérogatoire au droit du travail doit passer finalement par une validation au niveau d'un accord d'entreprise. C'est ça qui a été Oui. plus ou moins. Ok, c'est très clair. Oui, le gouvernement a voulu quand même dans cette période donner la priorité au dialogue social et on le voit à travers d'un certain nombre de mesures où l'accord d'entreprise est toujours privilégié. Ok. Donc là, maintenant, on arrive sur les sujets malheureusement plus liés à des natures de séparation, donc que ce soit du licenciement ou de la rupture conventionnelle. Donc là, question précise, donc en activité partielle, peut-on faire une rupture conventionnelle avec un salarié? Et alors après, une question indirecte, maligne, mais j'imagine déjà la réponse, l'indemnité sera-t-elle prise en charge par l'État?
Alors, oui, il a toujours été possible de conclure des ruptures conventionnelles avec les salariés. Alors, on le verra avec des délais au niveau de la procédure de l'homologation qui ont été suspendus. Je peux en dire un mot. Mais oui, il a toujours été possible de conclure des ruptures conventionnelles. Maintenant, vous l'avez bien compris, l'indemnité de rupture conventionnelle reste toujours à la charge de l'employeur, bien sûr, comme toutes les indemnités de rupture des contrats de travail, et n'est absolument pas prise en charge par l'employeur. Ce qui a été modifié par les ordonnances prises en application de la loi d'urgence, c'est les délais d'homologation. Il faut distinguer deux choses. Alors, les délais de rétractation, vous savez, en rupture conventionnelle, il y a deux phases. À partir du moment où on a signé la rupture, l'employeur comme le salarié dispose d'un délai de 15 jours de rétractation avant que l'employeur ou le salarié ne fasse la demande d'homologation la directe. Ce délai-là, il n'a jamais été impacté. Par contre, ce qui a été impacté, c'est le délai de 15 jours ouvrables dont bénéficie la directe pour homologuer la rupture conventionnelle. Alors, ce que les directs disent, c'est d'abord de privilégier le dépôt par télé-RC, c'est-à-dire la saisie en ligne et l'envoi en ligne de la rupture conventionnelle. Et ensuite, il faut distinguer les dépôts qui ont été faits, les demandes d'homologation qui ont été faites avant le 12 mars 2020 et jusqu'au 27 avril 2020. Pour les ruptures qui ont été déposées avant, le délai d'homologation a été donc suspendu du 12 mars et ne recommence à courir qu'à partir du 27 avril. Le gouvernement a indiqué ça. Pour moi, ça ne règle pas toutes les questions et même ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Parce que vous savez que dans le cadre d'un formulaire de rupture conventionnelle, on mentionne la date de rupture du contrat qui a été négocié avec le salarié. Et il y a pas mal de ruptures qui avaient été déposées et pour lesquelles, de conventions qui ont été déposées, pour lesquelles les ruptures, elles étaient antérieures au 27 avril 2020. Donc, on ne nous a pas répondu à la question de est-ce que ça décalait la date de rupture du contrat de travail prévu dans la convention de rupture. Et en plus, vous savez qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait les soldes de tout compte régulièrement et pour les salariés qui sont partis avant le 27 avril. Donc, bon, on a eu cette suspension des délais. Les directs se sont toujours donné la possibilité d'homologuer expressément les ruptures conventionnelles, même si elles le font de plus en plus rarement vu le nombre de demandes. Mais bon, on a eu cette suspension des délais et pour les ruptures conventionnelles déposées depuis le 27 avril, les délais reprennent normalement. Il n'y a plus de suspension du délai de homologation par la directe. Ok. Alors, autre question sur les délais. Quelle procédure de convocation à un entretien préalable au licenciement durant la période de chômage partiel? Donc, est-ce qu'on est sur les mêmes délais que traditionnellement? On est sur les mêmes procédures, et quel que soit le type de licenciement, et sur les mêmes délais, Oui. sauf pour les salariés protégés. Ou, Sauf pour les c'est-à-dire? salariés, c'est-à-dire les représentants du Oui, oui, personnel, les délégués syndicaux, pour lesquels il faut demander une demande d'autorisation oui. à l'inspection du travail. Et là encore, le gouvernement a suspendu le délai de 2 mois, le délai d'instruction de 2 mois dont disposent les inspections du travail pour faire leur instruction dans les cas de demande d'autorisation d'inspection de licenciement ou de rupture conventionnelle. Et alors là, on a ces procédures vont être beaucoup plus longues que prévu, puisque le délai, il est reporté, il est suspendu pendant toute la période d'urgence sanitaire, qui pour l'instant doit expirer le 24 mai, mais il est question de le proroger jusqu'au 10 voire 24 juillet. C'est suspendu pendant toute cette période, plus un mois après. Donc, pour les salariés protégés, ça va être beaucoup plus long. Pour les autres, les procédures et les délais sont identiques.
Ok, c'est très clair. Bon, on a déjà la réponse à la prochaine question, mais je vais quand même la poser puisqu'elle m'a été posée. Les indemnités de licenciement sont-elles toujours plafonnées au prud'homme? D'autres termes, est-ce que les règles changent? Non, alors les Déjà, règles ne changent pas. déjà, elles ne sont pas Voilà. déjà, elles ne sont Mais pas alors ça, complètement c'est pas plafonnées. non, non, alors c'est les dommages-intérêts là dont on parle, Oui, parce qu'indemnité de j'imagine, oui. licenciement, c'est indemnité de rupture. Mais oui, Ouais. les barèmes n'ont pas été remis en cause, mais dans le cadre de l'application des barèmes, oui. Euh, Autre question, les délais de convocation de prud'homme vont-ils être allongés après le confinement? Première instance, premier appel, etc., donnant plus de place à la médiation ou au rapport de force Alors, finalement, si je lis indirectement la question. les délais, ils sont forcément allongés et pour deux raisons. D'abord, vous avez dû entendre parler de la grève nationale de tous les barreaux de France, des avocats, qui avait débuté depuis le décembre 2019 jusqu'à le début de l'état d'urgence, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il n'y a eu quasiment aucune audience judiciaire et que toutes les audiences qui étaient programmées ont été renvoyées. Et depuis le début de la crise sanitaire, les tribunaux sont fermés pour les affaires courantes. Ça veut dire qu'on a tout un stock d'affaires, d'audiences qui étaient prévues, qui ont été annulées, qui vont devoir être reportées. Et en priorité, les greffes vont audiencer toutes les audiences. D'abord, les audiences de conciliation qui n'ont pas pu avoir lieu. Et pareil pour les audiences de plaidoirie, que ce soit en première instance ou en appel. Donc forcément, les procédures, elles vont être beaucoup plus longues. Alors, est-ce que ça laisse sa place à la médiation? Dans la procédure prud'homale, on a déjà la phase préalable de conciliation qui est faite pour ça, qui est faite pour voir si les deux parties veulent se rapprocher, s'entendre pour négocier, trouver un accord. On a aussi la médiation. Donc, tout dépend des parties et des litiges en jeu. Soit, effectivement, vous prenez comme postulat de départ que les procédures, elles vont être extrêmement longues et le salarié aura intérêt à peut-être plus que l'employeur, puisqu'après tout, pour les entreprises, euh, sauf exception, c'était pas elles les plus pressées à ce que les affaires soient jugées. Mais peut-être que le salarié aura plus intérêt à essayer de trouver un accord parce que là, on a des délais qui vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs qu'avant. Oui, c'est subjectif, mais j'y crois aussi, effectivement. On arrive presque à la fin donc de cet échange, Maître. Deux dernières questions importantes, parce qu'on commence à le lire dans la presse. On parle de tsunami de licenciements économiques, des mots qui font peur. Donc on a eu forcément des questions, j'en ai retenu deux. La première concerne donc le licenciement économique. Pourrais-je faire un licenciement économique en septembre? Donc là, il a déjà prévu passer les vacances et de faire un licenciement économique en septembre, même si j'ai bénéficié d'aides du type annulation d'URSSAF ou PGE. Donc, d'un côté, j'ai bénéficié davantage. Est-ce que je peux aussi éventuellement lancer un plan de licenciement économique si malheureusement ma situation ne se relève pas toute seule? Alors, sur le principe, le fait d'avoir bénéficié d'aides, de quelque nature qu'elles soient, notamment d'aides financières de l'État, ne vous prive pas du droit de licencier pour motif économique. Et la ministre du Travail le répétait encore ce matin à la radio. Ils ne peuvent pas tout simplement interdire les licenciements économiques. Les dispositifs en cours sont faits pour assurer, soulager la trésorerie des entreprises, assurer la pérennité au maximum des emplois et des entreprises, mais ils savent très bien qu'il y a un contexte économique qui s'annonce très difficile et qu'il va être certainement nécessaire pour certaines entreprises de procéder à des licenciements économiques. Mais je dirais qu'il y a ce principe de fond, mais il ne faut pas aussi oublier que le droit du licenciement économique, même s'il a été assoupli et bien assoupli au cours de ces dernières années, reste quand même très encadré et pour que vous puissiez justifier, engager
une mesure de licenciement pour motif économique, il faut que vous puissiez rentrer dans les clous du Code du travail. Et le Code du travail nous dit que pour pouvoir licencier pour motif économique, lorsqu'on a des difficultés économiques, il faut pouvoir justifier de l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, tel que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation ou la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou de tout autre élément pouvant justifier des difficultés économiques. Cela signifie que, pour moi, alors c'est bien, il faut faire de se projeter, mais il faudra faire un point à date en septembre, savoir si on remplit, si on a vraiment, indépendamment des aides qui nous ont été accordées, on a des difficultés économiques avérées et on peut en justifier au regard d'au moins un des critères du Code du travail. Et si oui, on pourra engager la procédure. Mais on ne peut pas se dire je n'ai plus d'aide, j'engage direct la procédure de licenciement. Et puis après, il ne faudra pas oublier que ces procédures, elles restent quand même contraignantes puisqu'il faut que ça soit dans le cas de suppression de poste, il y a les recherches de placement, etc. Écoutez, vous anticipez sur ma dernière question, puisque, en tout cas, c'est très clair, hein, le lien entre les aides et le licenciement économique, à part qu'il peut y avoir un lien de cause à effet indirect, en tout cas, il n'y a pas de lien factuel. On peut procéder à un licenciement économique, même si on a bénéficié d'aide. Je pense que c'était important pour tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont posé des questions sur ce sujet-là et qui s'inquiétaient de cela. La dernière question, elle rebondit finalement sur ce que vous disiez, puisque je termine par est-ce long et coûteux un licenciement économique? J'imagine que c'est, alors il commence, je suis un patron d'une petite TPE, donc là on est dans la petite TPE, on n'a pas de CE, CSE, quoi que ce soit, donc lui, en l'occurrence, il a 5 salariés, il veut se séparer de 3 personnes. Est-ce long et coûteux? Parce qu'il n'a pas forcément l'habitude de le faire, donc en quelques mots, qu'est-ce que vous Oui, lui conseilleriez? Qu'est-ce que vous lui alors, diriez? ce que je dirais, bon, déjà le préalable, c'est ce que je viens de dire, de voir si les indicateurs sont réunis. Ensuite, coûteux, ça va dépendre de l'ancienneté de ces salariés, du montant de leur salaire. Il faut faire, avant d'engager la procédure, une estimation du coût des indemnités de rupture. C'est ça qui va permettre de déterminer le coût. Le licenciement économique, il n'est pas plus coûteux qu'un licenciement pour motif personnel. Et tout dépend effectivement du salaire, de l'ancienneté et des dispositions de la convention collective. Et sur la procédure licenciement économique, elle est forcément un peu plus longue que pour un licenciement pour motif personnel, puisqu'il y a quand même aussi cette obligation préalable de recherche de reclassement. Alors pour une TPE, elle sera plus vite faite, mais l'entreprise n'en sera pas pour autant dispensée. Alors que lorsque au sein de l'entreprise, on n'a pas de possibilité de reclasser ses salariés, pour des TPE, moi en général, je conseille pour blinder les dossiers, parce que c'est des licenciements qui, lorsqu'ils vont au prud'homme, sont toujours très sévèrement appréciés par les juges. Donc toujours montrer qu'on a fait tous les efforts nécessaires pour essayer de retrouver un travail ou aider les salariés. Et en l'occurrence, pour une TPE, eh bien, elle peut envoyer des courriers à d'autres confrères pour dire, voilà, d'autres entreprises du même secteur d'activité, voilà, je vais être obligée de me séparer de 2 ou 3 salariés. Voilà les profils. Est-ce que vous auriez éventuellement des emplois à leur proposer? Voilà, essayez quand même d'essayer de remplir comme vous le pouvez ce chapitre de l'obligation de reclassement dont vous ne serez pas dispensé et qui pourra vous coûter cher si vous ne l'avez pas fait en cas de contentieux. Oui, donc ça peut être long et coûteux si on ne fait pas attention Si à ces on ne fait pas bien les procédures-là. choses. Si on fait pas Ouais. bien les choses. Bon, en tout cas, si vous devez imaginer ce genre de procédure, je vous invite à vous rapprocher de vos experts comptables et de vos avocats avec qui vous travaillez régulièrement pour pouvoir avoir plus d'informations et vous préparer à ces processus qui sont compliqués à mettre en œuvre. Maître, je crois qu'on arrive au bout des questions, donc je tenais à vous remercier hein, d'avoir passé ces 45 minutes avec nous. C'est des sujets qui sont Merci à vous. compliqués. On a abordé pas mal de sujets sur les contrats de travail, donc on a bien compris que le droit du contrat de travail n'a pas beaucoup été modifié, qu'il est toujours aussi compliqué, mais qu'il y a même des petites choses à faire. Et puis en termes
en termes de licenciement, de rupture conventionnelle. Écoutez, on a aussi quelques informations qui sont très importantes. Écoutez, je vous invite tous à retrouver, si vous le désirez, Maître Destaya qui est sur Jury Travail. Donc, elle peut répondre à vos questions, elle peut vous répondre par mail, par chat, par téléphone. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Vous la retrouvez sur la rubrique avocat de Jury Travail. Donc, et puis pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui, notamment celles que j'ai citées au début concernant les loyers, les PGE, les assurances ou les faillites, je vous invite encore une fois à aller sur la page coronavirus de Jury Travail ou à nous écouter lors d'un prochain webinaire, comme on dit, qu'on fera sans doute sur l'un de ces sujets très rapidement. Merci maître, bon après-midi et puis j'espère que bientôt on pourra être sur le bateau qui est derrière vous et observer l'horizon avec plus d'optimisme et de gaieté. Bonne journée à vous, Merci à à très vous. bientôt. Au revoir. Au revoir.